Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau où nous retrouvons déjà notre premier invité, Jean Baudouin Idambito Bakato, député national honoraire et président de la DDN. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, la première question, après la promulgation donc, de la loi de programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces, vous avez eu le temps d'analyser minutieusement cette loi et qu'est-ce que vous avez décelé comme opportunité et aussi comme faiblesse par rapport à cette loi à l'époque? D'abord, je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous me réservez. Ceci étant, je voudrais surtout préciser à votre intention et à celle de celles et ceux qui nous écoutent et nous suivent que c'est la seconde fois que j'interviens sur le même sujet. Le 25 avril 2015, je suis développé dans un document de 9 pages tout ce qui est comme atout et difficulté dans cette loi. Et comme atout essentiel, c'est le fait qu'en fait, l'administration se rapproche des administrés, les dirigeants se rapprochent des administrés. C'est le fait qu'en fait, on va faciliter les procédures et en fait, la population va prendre la responsabilité pour produire et donc bénéficier du fruit de son travail. Mais la chose la plus importante aussi, c'est au point de vue suivi. Désormais, ceux qui dirigent ne sont plus loin pour rendre compte à ceux au nom de qui ils parlent. Et ça, c'est un grand avantage. J'avais relevé aussi comme difficulté le fait que la loi ait déterminé la mise en application de nouvelles provinces au cours d'un exercice budgétaire qui était déjà en cours de fonctionnement et que cela soit suivi d'augmentation des recettes, des dépenses, oui, alors que les recettes sont déjà connues. Mais comme toujours, les experts que nous sommes, ou les politiques que nous sommes, nous conseillons, mais lorsque le gouvernement lève l'option, il faut l'accompagner, surtout dans des situations difficiles comme celles que nous avons aujourd'hui devant nous. Parce que nous traiter des hommes, il faut que ce que nous faisons puisse arriver à répondre, à satisfaire les attentes des populations. Justement, M. Idambito, selon vous, quels sont les défis à relever, n'est-ce pas, pour un développement durable des nouvelles provinces? D'abord, on ne peut faire que la politique de ces moyens. Et je voudrais aussi indiquer que l'un des principaux objectifs de la décentralisation, c'est de promouvoir le développement à partir de la base, de telle façon que la population puisse profiter du fruit de la croissance. La croissance qui, à ce niveau, doit être une croissance inclusive. Elle n'est pas une croissance calculée sur papier à partir de Kinshasa ou de notre lieu, mais c'est une croissance vécue par ces populations. Mais ce que l'État doit faire, c'est de protéger les niveaux de vie de ces populations en évitant de créer la prolifération des taxes, de faire la pression fiscale, parce que cette pression fiscale, combinée avec la prolifération, viendront diminuer le niveau de vie des gens. C'est comme ça que l'État a construit des mécanismes que nous appelons Caneva de recettes, Caneva de dépenses, de telle façon que les citoyens puissent participer dans l'ordre, dans la charge du fonctionnement de l'État, mais qu'ils puissent en même temps, de façon égalitaire, jouir des dividendes de ces efforts. C'est ainsi que lorsque nous prenons les cas de nouvelles provinces, oui, nous nous sommes plaints, on nous a dit qu'on n'a pas suffisamment de moyens, on a dit qu'il n'y a pas ceci et ça. L'État, le gouvernement nous a suivis. Mais le gouvernement a levé l'autre option. Donc aujourd'hui, le problème n'est plus de nous plaindre. Il faut trouver
solution. Il faut nous mettre au travail et nous poser la question, lorsque nos budgets sont maigres, sont-ils maigres parce que notre pays est pauvre ou c'est parce que notre façon de collecter les recettes ou gérer, engager les dépenses ne sont pas conformes, ne représentent pas réellement ce que nous devrions faire. La réponse est simple. Oui, ça, alors, selon vous, les deux mécanismes, qu'est-ce qui boite? Le tout boite. La collecte des recettes boite. Dans le sens que lorsque vous prenez la nomenclature des recettes, nous avons à peu près 521 actes générateurs dans l'ensemble de la République. Le gouvernement central a 268 actes générateurs et les provinces 253, dont 147 pour les provinces, 35 pour les villes, 33 pour les communes et 38 pour les secteurs et les chefferies. Alors vous, en tant qu'expert, puisque vous êtes là, qu'est-ce que vous pouvez proposer en ce qui concerne, comme vous l'avez dit, la mobilisation de recettes? La première chose, c'est d'abord faire en sorte que ceux qui gèrent puissent connaître la loi et son application. Connaître la loi et son application, c'est quoi? C'est d'abord d'éditer et de distribuer toutes ces annexes. C'est-à-dire, quand on dit que le gouvernement central a autant d'actes générateurs, le province, ce sont des annexes à la loi portant une définition des impôts, droits et taxes, ainsi que redevances revenant aux provinces. Et il faut que tout le monde sache, il faut que les acteurs, que demain les gens qui vont gouverner la province sachent qu'il existe des annexes et des taxes propres à chaque échelon. Ça doit être connu non seulement par les dirigeants, mais également par les agents censés mobiliser. Et on a l'impression que ces lois-là, ces textes-là, ne sont même pas distribués, ne sont même pas connus. Est-ce que vous les connaissez? Les citoyens doivent aussi les connaître. Et le grand défaut au départ, c'est celui-là. Le deuxième défaut, c'est le suivi, le contrôle. Il faut qu'on distribue également des documents comptables qui puissent suivre l'enregistrement de cet acte depuis la constatation, la liquidation, l'ordonnancement jusqu'au recouvrement. Et faire en sorte que chaque jour, le gouverneur ou le maire ou le bourgmestre ou le chef coutumier ou le chef de secteur ait chaque jour la situation des recettes constatées et encaissées. Ce qui fera de même du côté de la dépense. Parce qu'il faut aussi éviter de ce côté-là que les recettes mobilisées soient mal gérées parce que non suivies. Si les recettes mobilisées sont mal gérées, la population ne constatera rien sur le terrain parce que ici, le problème plus important ici, c'est le devoir de la comptabilité. Il faut que ceux qui gèrent tant la recette que la dépense arrivent à rendre compte et ça de façon régulière. Et chaque année, lors de la reddition des comptes, il faut que ceux qui ont géré rendent compte. Et ceux qui ont mal géré soient sectionnés. Donc, on rend compte annuellement ou bien trimestriellement selon vous, en tant qu'expert? On rend compte régulièrement suivant les procédures. Les procédures exigent que chaque journée, lorsque vous êtes autour d'un ministre, autour d'un gouverneur, que vous puissiez lui présenter à la fin de la journée les comptabilités des recettes constatées, liquidées, ordonnancées et recouvrées. De la même façon pour les dépenses. Mais cela, il ne faut pas que ce soit un slogan. Il faut que ce soit une réalité. Et il faut également que le contrôleur, d'abord le contrôle interne s'efface pour que le contrôle s'assure de la régularité et de la transparence des opérations. Car si cela est fait, nos entités auront beaucoup de recettes. Aujourd'hui, nous souffrons en disant qu'on a des recettes maigres parce que la gestion est laxative. Et il faut que la gestion soit rigoureuse. Et demain, au niveau des provinces, de chaque province, on peut trouver des recettes. Et pour que les gens ne perdent pas le temps à chercher quoi que ce soit, il faut dès maintenant leur distribuer les annexes aux gouverneurs de province, leur donner l'annexe A portant les dépenses pour les provinces. On met la même chose au bourgmestre, au chef coutumier, au chef de secteur. Et il faut que tous ces gens
et leurs annexes, ainsi que les personnes appelées à collaborer avec eux dans la gestion. Il faut que ces gens-là sachent que les textes existent et il faut aussi qu'ils sachent qu'au cas où quelqu'un ou un autre détournait l'argent, pensait que le recette recouvrée, mobilisée, ce sont ses fonds propres, il doit savoir que les sanctions l'attendent parce que la loi des finances prévoit tous ces mécanismes-là. Et ça, c'est rendre compte régulièrement pendant l'année. Mais à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle la reddition de comptes. Il faudrait qu'à tous les niveaux, de la base jusqu'en haut, que chacun rende compte de telle façon que la population puisse en fait être maître de son destin. Alors une question également en ce qui concerne le devoir du pouvoir central par rapport aux entités ou aux nouvelles provinces. Quels peuvent être ces devoirs-là, évidemment sur le plan financier ou sur le plan de la mobilisation ou des recettes ou des dépenses? L'évidence est que le début est toujours difficile. Nous sommes au début et c'est tout à fait difficile que au cours d'un exercice budgétaire, nous puissions multiplier les dépenses et que nous puissions penser que la chose est facile. Non. Tout début appelle un apport, un support. Et le support ici que l'État peut apporter, c'est la rétrocession de 40%, et ainsi que la péréquation pour des provinces, on dirait en difficulté particulière, ou des provinces moins nanties. Ce sont des mécanismes qui existent. Encore que ces prévisions doivent être des réalités. C'est-à-dire, on a vu par le passé que ces prévisions dans le budget de rétrocession de 40% des recettes à caractère national arrivaient à peine, ce qui met en difficulté le fonctionnement ou la gestion du budget de provinces et des autres entités. Mais maintenant, quand l'autorité, le gouvernement a levé l'option, tout en sachant que ces histoires-là existent, il est question aujourd'hui qu'ensemble, la bonne volonté du gouvernement et la détermination, parce que la gestion des provinces, c'est d'abord le problème des uns et des autres. Parce que chacun aura son canevas, aura son annexe. Il faut qu'il sache que les recettes qu'ils doivent percevoir, ce sont des recettes et non pas les recettes des autres. Parce qu'il faut éviter la prolifération des taxes, il faut éviter la pression fiscale. Or, toutes les deux combinées conduisent à la diminution du niveau de revenus des populations. Or, la décentralisation a comme but principal favoriser le revenu, les dividendes des citoyens. Alors, Monsieur Jean Baudouin, à vous entendre parler, vous parlez vraiment en toute expertise et avec la mise en place de nouvelles provinces, vous êtes de la province du Haut-Ouélé. Est-ce que les réalités sont les mêmes ou bien vous avez une recette particulière en ce qui concerne votre province d'origine pour le moment? Non, les recettes sont les mêmes dans le sens que en tant que province, le Haut-Uélé en tant que province a une nomenclature de 147 actes générateurs. Et ces villes, ces chefferies, comme je viens de le dire, chacune a son annexe et le nombre de taxes ou des impôts se connaît. Maintenant, la particularité est que les situations n'étant pas les mêmes partout, chacun doit favoriser les mécanismes propres pour accélérer la mobilisation, parce que c'est un problème de l'art aussi. Justement, chacun doit tenir compte de ses spécificités. Et si vous vous retrouvez gouverneur ou vous avez les ambitions, par exemple pour le Haut-Ouélé, quelle sera cette particularité, la recette particulière à la nouvelle province du Haut-Ouélé? Non, disons que d'abord, depuis que je suis là comme fonctionnaire de carrière, je suis fonctionnaire de carrière. Justement, vous avez l'expertise par rapport. J'ai commencé, moi, quand madame présente devant nous dans l'administration, donc nous avons la carrière, nous avons l'art de gestion, de bien faire les choses dans le domaine. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous n'avons jamais non plus
éviter d'exercer une quelconque fonction. Encore qu'ici, c'est une fonction administrative et nous pensons que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, mettre la petite expertise. Oui, plusieurs fois ministre dans ce pays, donc c'est une expertise avérée. C'est vous qui citez. Donc, dans votre CV, on ne l'a pas dit, vous avez été plusieurs fois ministre dans ce pays, budget, finances et tant d'autres. Bon, ce que vous oubliez, c'est que je suis inspecteur général des finances. Raison de plus. Nous connaissons ces choses-là, mais ne pouvons pas dire ne pas exercer ce genre de fonction parce que ce serait comme non-assistant des personnes en danger. Après avoir servi autant le pays dans d'autres fonctions, je ne peux pas comprendre ne pas servir mon entité à un niveau un peu inférieur de telle façon qu'en tant qu'un pionnier, je puisse bâtir les fondations pour une province qui doit continuer mieux que aujourd'hui, étant donné que chacun et chacune de nous a cette obligation de faire sa tâche de telle façon que nous puissions consolider les acquis et bâtir, laisser une province mieux que nous l'aurions trouvé. Voilà, c'est ça que nous pouvons dire sur ce point-là. Voilà, une dernière question. Vous êtes quand même de l'opposition, mais le gouvernement met en place une nouvelle province, c'est chose faite aujourd'hui. Au lieu de critiquer négativement, vous apportez des propositions, des solutions. Ce changement d'attitude... Non, il n'y a pas de changement. Moi, j'ai toujours été le même. La critique ne doit pas, lorsqu'on critique en tant qu'opposant ou on critique en tant qu'expert, on ne doit pas rester négatif. Il faut contribuer. Parce que le pouvoir, on l'exerce où? Non pas seulement quand on est au gouvernement, on peut aussi exercer le pouvoir lorsqu'on est dans l'opposition, c'est-à-dire contribuer à faire avancer son pays. Et dans le premier document que j'ai expliqué la fois passée, j'avais analysé point par point pour dire qu'on ne devrait pas faire ceci, on devrait plutôt faire ça. Mais à la fin, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que, étant donné les réalités, étant donné que l'option est prise, nous devons faire en sorte que nous allions de l'avant avec des propositions plus concrètes pour que notre pays aille de l'avant et non pas seulement nous limiter au niveau de la critique. Merci beaucoup, M. Jean Baudouin Idambito, pour cette contribution, je dirais, presque magistrale, ou pourquoi pas magistrale, pour l'avancement ou le développement de nouvelles provinces. Je rappelle que vous êtes un expert en la matière, et puis député national honoraire et plusieurs fois ministre. Merci d'avoir participé, contribué à cette tranche. C'est moi qui vous remercie, monsieur et madame, de m'avoir offert cette occasion de m'adresser à nos compatriotes du Congo en général et du Haut-Toulé en particulier, avec cet espoir de vouloir bien faire pour laisser nos entités dans des conditions meilleures que celles qu'elles ont aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. 2 heures de nous, ça se poursuit. On marque une pause et on se retrouve très bientôt.